et je crois que 6 équipes d'architectes ont répondu, n'ayant jamais construit un hôpital. Et ce concours a été remporté par Pierre Riboulet. Donc, oui, je présentais un petit peu très rapidement donc les différents modèles qui avaient été utilisés et qui donc ont produit un certain nombre d'établissements qui évidemment ont marqué les paysages de nos villes. Et on peut dire que avec l'hôpital Robert Debré, une nouvelle génération d'hôpital est arrivée et aujourd'hui, on va en voir ici un certain nombre d'exemples. On peut dire que beaucoup d'hôpitaux se sont faits depuis selon les principes de l'hôpital Robert Debré. Alors, comme je vous le disais, Pierre Riboulet, en fait, a abordé D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous avez la possibilité de vous procurer le film, en fait, Pierre Riboulet a en fait élaboré un film justement retraçant toute la conception de cet hôpital et qui est quelque chose de très émouvant. À travers ce travail, Pierre Riboulet s'est interrogé sur la manière de compenser le tragique qui peut être présent au sein de l'hôpital par l'architecture et par le bien-être que cette architecture peut produire. Et il a eu l'idée de cette rue-galerie qui est un lieu dont il a voulu faire non seulement un lieu de desserte et donc un élément fonctionnel, mais dont il a voulu surtout faire un lieu de vie. Et parlant de l'esthétique de l'hôpital, il parle de tout ce qui est susceptible d'apporter bien-être, sens et émotion à l'endroit de tous ceux qui doivent vivre et habiter ces lieux. Et là, il citait également Le Corbusier qui, à la fin de sa vie, disait que le fond du sac, donc une expression qui est un petit peu datée, c'est d'émouvoir. Et Pierre Riboulet d'ajouter, c'est là la seule réponse de l'architecture face à l'angoisse de la mort. Alors pourquoi je rappelle ça, c'est parce que pour moi la transparence est indissociable de la lumière, et donc à ce titre elle exprime la vie. Et on comprend à ce moment-là qu'elle devient incontournable dans cette recherche d'un cadre-vie apportant bien-être et réconfort. Alors évidemment, on parle du patient, du malade, etc., mais ça concerne évidemment tous les publics qui vivent et travaillent au sein de l'hôpital. Alors, on va, d'autres vues de l'hôpital Robert Debré, mais je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer trop dans le détail. Je voudrais évoquer en fait quelques principes qui pour moi sont des éléments de transparence au sein de l'hôpital. Donc, j'ai beaucoup parlé de cette relation, de cette transition dehors-dedans. L'hôpital ne doit plus être considéré comme une citadelle. Le but, c'est de rassurer le public, c'est de faire un lieu qui soit accueillant et qui ne fasse pas peur. D'où l'importance du traitement des espaces publics, du traitement de cette transition entre l'espace public extérieur et l'espace public intérieur. Deuxième point, évidemment, la transparence, pour nous architectes, évidemment, est un élément qui favorise l'entrée de la lumière et la communication des espaces. Bon, c'est particulièrement crucial en hospitalier, dans la mesure où on a souvent affaire à des bâtiments qui sont très épais. Et il faut qu'on trouve des astuces pour amener la lumière au cœur du bâtiment, par des verrières, par des patios, par des éclairages zénithaux. Et évidemment, se pose à ce moment-là le problème de l'intimité des personnes qui vivent à l'intérieur de l'hôpital, parce que on se retrouve souvent confronté à des relations de proximité dues à ces ouvrages de patio, d'allège abaissé, de portes ou parois translucides, etc. Donc c'est toujours une recherche d'un équilibre entre un apport de lumière, entre la mise en communication de certains espaces et effectivement l'obtention de cette intimité qui est nécessaire. Donc pour ça, évidemment, il y a tout un tas d'astuces et d'artifices, des stores, des brise-soleil, des vitrages sérigraphiés, enfin bon. Autre point qui exprime pour moi la transparence, c'est la simplification des circuits. Parlant d'une ville, Renzo Piano dit qu'une ville où règne la sécurité est une ville qui n'a pas de recoins sombres.
un hôpital, finalement, c'est une ville dans la ville, et on peut appliquer à l'hôpital, finalement, cette règle, et je pense que la simplification des circuits est source de transparence. Il faut que ces circuits soient correctement organisés, il faut que le réseau des circulations soit extrêmement clair, il faut qu'il soit hiérarchisé comme un squelette autour duquel en fait tous les services vont venir s'organiser. Et plus ce squelette sera fort, plus ces circulations seront correctement organisées, plus le bâtiment sera lisible pour ses utilisateurs, qu'ils soient personnels, qu'ils soient patients, consultants, etc. Et plus le bâtiment sera évolutif, car il aura cette ossature qui lui permettra de survivre aux différentes transformations qui seront nécessaires par la suite. À ce sujet, Bernard Reichen, qui a une approche d'urbanisme, parle, lui, d'urbaniser l'architecture, c'est-à-dire qu'avant de mettre en place les différents locaux, le fonctionnement des différents services, il faut mettre en place ces circuits de circulation et organiser des systèmes de dessertes, de rencontres, etc. Enfin, comme on le ferait pour une ville à une autre échelle. Cette simplification de flux est donc source de transparence. Les personnels et les usagers se croisent et se rencontrent de manière informelle. Les espaces se simplifient et permettent de nouvelles pratiques. Il est sorti, mais j'ai envie de citer Jean-Paul Ségade, qui, lors d'un colloque que nous avions organisé au Sénat sur justement l'évolution de l'hôpital, dans un cri du cœur, avait dit: il faut ouvrir l'hôpital en interne et en externe, il faut que les médecins se parlent, il faut que la direction administrative et les médecins se parlent, il faut créer des lieux de vie. Je pense que c'est ça l'enjeu de la mise en place de ces différents circuits au sein de l'hôpital. Autre point, c'est celle de la confrontation des circuits. C'est vrai que les programmes poussent souvent à une séparation des circuits, le propre, le sale, les patients valides, les patients couchés, les matières, la nourriture, etc., etc. Ce qui conduit à des réseaux extrêmement complexes. Aujourd'hui, il y a des techniques, notamment en matière d'hygiène, qui permettent justement de simplifier ces circuits, de faire en sorte que les choses se croisent davantage qu'auparavant. Et je pense que là aussi, ça va dans le sens finalement d'une non-ségrégation, et donc je pense d'une certaine transparence à l'intérieur de l'hôpital. Bon, je pense qu'on va, pour finir, avant les questions, balayer un petit peu rapidement les quelques opérations que j'avais prévu de vous montrer, et on reviendra sur tel ou tel, sur différents de ces principes. Mais auparavant, je souhaiterais revenir un petit peu sur ces limites de la transparence, parce que il y a quand même certaines personnes qui s'interrogent effectivement sur quelque part l'effet pervers d'une transparence poussée à outrance. Déjà un architecte, Rudy Ricciotti, qui se demande si le verre n'exerce pas une violence, la violence de ses qualités, c'est-à-dire celle de la transparence systématique. Et dans le même esprit, Chris Younes, qui est philosophe et professeur dans une école d'architecture, écrit lui aussi: la transparence est un effet de miroir qu'il est difficile d'admettre tant le vertige qu'il provoque exige un repos, c'est-à-dire un abri, une ombre, bref, de l'opacité pour reprendre son souffle, pour retrouver ses esprits, pour à nouveau ouvrir ses yeux. Je pense que les moines qui vivent dans les cellules, en fait, n'exprimeraient pas autre chose. Je pense qu'effectivement, il y a un moment où on a besoin de ce repli, et je pense qu'il faut que l'on réfléchisse à cela. Mais encore une fois, je pense que dans la recherche d'une transparence qui contribue à un meilleur cadre de vie, eh bien, encore une fois, c'est une question d'équilibre, tout simplement. Donc, voilà, j'en ai fini pour mon exposé. Je vais, avant de vous proposer de poser quelques questions, balayer peut-être ces opérations très, très rapidement. Donc, on va voir ici un certain nombre d'établissements qui ont été bâtis un petit peu sur le même concept de la rue, mettant l'hôpital en relation avec la ville. Bon, là, c'est l'exemple de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, dont on voit l'axe longitudinal. Ici, l'hôpital d'Annecy, conçu par Reichenauer, lui aussi organisé le long d'un grand axe
longitudinal. Celui du pôle femme-mère-enfant d'Adrien Fensilberg, qui est également conçu le long d'une grande rue que l'on aperçoit ici, dans un symbole qui m'a paru assez fort, parce qu'en fait, ce bâtiment en fait est composé de deux parties, une partie dédiée à l'enfant, une partie dédiée à la mère. Et c'est finalement ce grand hall, cette grande rue que l'on va voir au rez-de-chaussée, qui est c'est le nouvel hôpital femmes-mère-enfant qui vient d'ouvrir à Lyon sur le pôle Est des hospices civils. Et donc on aperçoit ici ce qu'il a appelé le centre de vie, qui est le hall d'accueil qui se prolonge dans une grande rue au rez-de-chaussée, qui permet donc de desservir ces deux pôles finalement du bâtiment comme un trait d'union et comme, si j'ose dire, en fait un cordon ombilical s'agissant de la mère et de l'enfant. Donc on voit d'autres vues de cet espace. Alors ici, c'est une opération que nous sommes en train de réaliser à Bordeaux pour le pôle tête et cou et qui se fait dans le cadre d'une greffe entre des bâtiments existants et des bâtiments neufs. Et là aussi, on a conçu ce grand espace central, prolongement du hall d'accueil, dans cette idée de faire rentrer en fait le jardin extérieur à l'intérieur de l'hôpital. On a d'autres systèmes aussi. Là, sur un établissement un petit peu plus petit, la constitution d'un espace central autour duquel s'organisent les hébergements et les plateaux techniques, mais qui permettent également des relations de transparence entre le dehors et le dedans. Là, un exemple intéressant que nous avons réalisé pour l'Institut Gustave Roussy, qui confronte en fait un modèle vertical, le bâtiment initial qui est un immeuble de grande hauteur, et son extension qui a été conçue sur un mode horizontal et qui a permis donc la réalisation d'un espace central éclairé d'une verrière autour duquel s'organisent les différents laboratoires et les différentes activités de l'établissement. Un autre exemple pour le pôle hospitalier mutualiste de Lyon. Alors, je vous parlais de lisibilité. Ici, nous avons voulu une architecture qui exprime les différentes fonctions du bâtiment. Le premier plan étant le bâtiment de consultation. La partie qui est juste derrière le plateau technique et la partie qui est la plus élevée, les hébergements. Et un petit peu d'une manière symbolique, on a réalisé à la hauteur du plateau technique ce qu'on a appelé le ruban et qui symbolise en fait le fait que derrière toutes ces activités, en fait, il y a un seul bâtiment et un seul objectif au service des patients. Et au cœur de ce bâtiment, un espace qui met en relation le hall d'accueil qui est au rez-de-chaussée et un niveau de desserte au premier étage qui est en fait le lieu de passage des patients vers le plateau technique avec des communications visuelles entre les deux espaces. Alors, un exemple que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de la clinique du Mans, où nous avons donc réalisé cette grande rue intérieure dont je parlais tout à l'heure et où se mélangent les flux du public qui se font principalement dans la zone repérée en rouge et les flux logistiques qui se font principalement dans la zone située en bleu. Mais en fait, on est au niveau des cuisines, on est au niveau de toute la logistique de l'hôpital et au niveau de cette rue, eh bien, les flux se croiseront et c'est un grand pari qu'a souhaité le maître d'ouvrage de cette opération. On a appelé cet espace le Dromos en référence à l'allée qui menait du Nil au temple et sur laquelle circulaient en fait tous le peuple, les animaux, etc. Là, c'est l'étage du Dromos, le niveau 1, donc qui est le lieu de communication entre le plateau technique, les hébergements et le plateau technique. Donc en fait, le Dromos est traversé de passerelles qui seront empruntées donc par les patients qui iront au bloc. Alors évidemment, on a utilisé des garde-corps qui sont surélevés, qui sont vitrés pour protéger des vues, mais il y a quand même cette communication des espaces et qui est importante même pour le personnel de l'établissement. Voilà une vue, des photos de cet espace réalisé.
Alors, un bâtiment qui me semble important à montrer, qui est la maison des adolescents, des architectes Ibos et Vittard, et donc qui accueille des adolescents en mal de vivre, et qui est un bâtiment totalement transparent. On le voit sur la perspective du concours, on le voit sur la photo de la réalisation, on le voit également sur ses vues intérieures. Même dans les chambres, la photo qui est en haut à gauche, on voit que une transparence totale a été utilisée. Et bon, moi, c'est une question que je me pose s'agissant de ce type d'établissement et de pathologie. Je pense que la volonté a été finalement de ne pas couper ces adolescents du monde extérieur, de la ville, mais finalement, s'y retrouvent-ils dans ces espaces qui sont justement totalement ouverts les uns sur les autres? Ça, c'est une question que je pose aux psychiatres qui sont dans la salle. Bon, je crois que je vais être obligé de m'arrêter là parce que le temps s'est écoulé.